Ce webinaire est organisé par Cadre en Mission Compétences, C-Campus, Learnatech et Icertis. Cette organisation va permettre d'aborder les différentes questions liées au décret du 28 décembre 2018 relatif aux nouvelles définitions des actions de formation. La loi à venir professionnelle est venue donner donc toute sa légitimité à la FEST, action de formation en situation de travail. La première phase consiste donc à une table ronde qui intégrera des témoignages autour du partenariat entre Cadre en Mission Compétences et C-Campus. Et ensuite, l'après-midi concernera 3 tables rondes. Donc, je vais laisser la parole à Henri Ocre, directeur de C-Campus, pour vous présenter rapidement le contexte lié à la mise en œuvre de cette modalité pédagogique. Oui, merci Nadia. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes 71 connectés et je vois que le chiffre continue à monter. Donc, comme l'évoquait Nadia là en introduction, on va surtout donner la parole à des acteurs d'entreprise et à des acteurs de la formation professionnelle. Donc, on aura pas mal de retours d'expérience et de témoignages tout au long de la journée. Alors, juste pour resituer dans quoi on s'inscrit, on a eu l'idée donc avec les co-organisateurs de cette journée sur en fait l'articulation entre la FEST, donc qui est reconnue depuis 2018. Et puis la FOAD, qui était déjà reconnue avant, qui était déjà pratiquée en matière de formation professionnelle. Et comme le dit Jean-Marie Marx dans son propos, là, lorsqu'il a quitté son poste de haut commissaire aux compétences, il y a des choses très intéressantes en matière de comodalité entre d'un côté la FEST, qui est une action de formation qui se situe directement dans le travail et qui peut faire appel au digital learning, à la FOAD, pour notamment consolider des apprentissages ou tout simplement aller chercher de la connaissance. Donc, on verra comment tout ça peut, au travers des prises de parole de la journée, s'articuler. Donc, notre idée aussi pour ce webinaire, c'est au maximum d'aller dans le concret. On va essayer de ne pas aller trop dans le concept pédagogique pour illustrer ce que disait notamment Jean-Marie Marx, tout cet intérêt pédagogique à combiner des modalités telles que la FEST et la FOAD. Alors, je vais repasser la parole à Nadia pour qu'elle présente les intervenants de cette matinée. Et puis ensuite, on va commencer les témoignages et les retours d'expérience. Merci Henri. Donc maintenant, je vais vous présenter l'ensemble des participants intervenant donc, le matin et l'après-midi. D'abord, les organisateurs. Donc, merci à Frédéric Labussière, qui est gérant et directeur technique de Learnatech, à Rémi Magne, consultant formateur de Cadre en Mission, expert en formation e-learning et réseaux sociaux. Donc, c'est eux qui gèrent toute la partie technique pour que ce webinaire se déroule dans de très bonnes conditions. Donc, Learnatech. Ensuite, au niveau de la table ronde de ce matin, nous aurons les témoignages de Cadre en Mission sur la FEST avec C-Campus. On abordera vraiment le partenariat avec les témoignages de Gaëlle Obrenovic, qui est consultante formatrice et certifiée référente à FEST, Isabelle Ranou, qui est responsable des consultants et en cours de certification à FEST, Annick Martin, consultante formatrice en développement RH, en cours de certification référente à FEST, Luc Le Cerf, consultant à FEST pour Icertis et Cadre en Mission. Les témoignages au niveau de l'entreprise seront animés par Hélène Diop, responsable du développement des compétences et de la formation de la société Promens, et Jean-Baptiste Drouet, coordinateur emploi-formation MEDEF Pays de la Loire. Donc, je vais vous présenter donc Compétences, une nouvelle marque de formation au sein du groupe Cadre en Mission à travers spécificités, puisque Compétences propose une offre de formation répondant aux transformations socio-économiques, à la digitalisation et à l'évolution de la réglementation liée à la loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, l'offre de formation de compétences repose avant tout sur un passeport formation sur mesure dédié aux consultants, formateurs et managers de transition. Toutes les actions de formation qui sont proposées aux consultants permettent de les accompagner dans le cadre du développement de leur activité, en boostant bien sûr leur démarche commerciale, leur marketing digital, en se différenciant et innover pour se démarquer, et également se spécialiser en consultant formateur et manager de transition. Donc les bases, on va dire, de la formation de consultant formateur est fondamentale
pour pouvoir intégrer la FEST et la formation en distance, en intégrant bien sûr les bases de l'ingénierie formation et pédagogique, les clés pour évaluer ces formations, les outils digitaux, la plateforme e-learning, le web pour le formateur et la conception et l'animation de formation à distance multimodale. Donc, le partenariat entre Ccampus et Compétences a pour objectif de mettre en valeur et promouvoir le partenariat des multiplicateurs, des solutions de formation, parcours certifiant référent à FEST, auprès des permanents et des consultants salariés en portage salarial de cadre en mission. L'objectif est également de mettre en œuvre la formation, parcours certifiant référent à FEST, on le verra par la suite, à partir du mois de janvier 2021, avec déjà une première expérimentation depuis juin 2019. Et certifier bien sûr les candidats par Ccampus, référent accompagnement apprentissage en formation en situation de travail à FEST avec Ccampus. Henri, je te passe la parole. Oui, alors l'histoire de ce partenariat rapidement, en fait, avec Gaël Obrenovic et Nadia, on s'est rendu compte il y a 2 ans maintenant qu'il y avait beaucoup de consultants cadres en mission qui venaient se présenter à cette certification. Donc, on a décidé d'associer nos réflexions et nos efforts pour proposer une prestation commune. C'est ce que Gaël vous présentera tout à l'heure pour ce parcours certifiant Ccampus. Ccampus, son métier, c'est de professionnaliser les acteurs de la formation, qu'ils soient en entreprise ou en organisme de formation. Alors, avant qu'on aille commencer nos discussions avec les consultants et avec les entreprises, un constat qui est à la fois lié à la conjoncture, mais qui est aussi une lame de fond, c'est la baisse tendancielle de la formation présentielle depuis quelques années, en pourcentage, j'ai envie de dire, des formations, et puis la montée en puissance de la formation digitale et de la FEST, tout simplement parce qu'on a un triple phénomène qui est en train de se passer au niveau de la formation professionnelle. Alors, celui qu'on connaît en ce moment, c'est la distancialisation, qui nous pousse donc à faire de la formation à distance. On a une maturité des solutions digitales de formation aujourd'hui. On a un équipement Internet haut débit qui progresse en France. On a des solutions digitales qui sont variées, qui sont vraiment de plus en plus simples et ludiques. Donc, tout ça pousse à pouvoir former à distance. Et puis, on a un souhait des apprenants d'aller vers de l'individualisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié, ou plus largement un actif, lorsqu'il se forme, souhaite être formé de manière sur mesure, personnalisée. Et donc, ça, c'est plutôt la FEST. Donc, tout ça pour dire qu'on a devant nous une perspective où la multimodalité va véritablement s'inscrire dans les pratiques. Et notamment, on a l'effet accélérateur du Covid avec le télétravail qui montre qu'on peut travailler à distance et qu'on peut donc apprendre à distance. Le deuxième champ d'innovation pédagogique, c'est la FEST. Alors, c'est beaucoup plus récent que le digital. C'est 2018 dans la loi. Et là, on a également des belles perspectives pour répondre à ce besoin et ce souhait d'individualisation de la formation. Alors, rapidement aussi, alors là, je m'adresse en particulier aux entreprises et aux consultants. Aujourd'hui, la FEST, pour faire un focus sur la FEST, c'est 3 principaux marchés. Un qui est déjà apparu depuis l'an dernier, en gros, c'est ce qu'on appelle le marché des cofinancements. Donc, ce sont les financeurs que sont les OPCO, les conseils régionaux, Pôle emploi, etc., qui aident les entreprises à s'emparer de la modalité AFEST, tout simplement en apportant des financements. Donc, c'est notamment le cas, on verra ça cet après-midi avec des exemples concrets sur le contrat de pro expérimental. C'est également le cas pour le plan de développement des compétences dans les entreprises PME, TPE. On a également de plus en plus d'initiatives à destination des demandeurs d'emploi. Donc, AFEST, dans le cadre, par exemple, d'une POEC. On aura également un témoignage cet après-midi sur cette POEC avec AFEST. Donc là aussi, la modalité AFEST peut répondre à des développements de compétences pour les demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est le premier marché de l'AFEST, c'est celui des actions cofinancées ou des ingénieries cofinancées. Deuxième marché qui est intéressant également, c'est celui de l'obligation sociale. Vous savez toutes et tous qu'en France, le Code du travail oblige les employeurs à former leurs salariés. Et on a également l'entretien professionnel des 6 ans où l'employeur doit prouver qu'il a fait son obligation de formation. Et donc là aussi, la FEST, en particulier dans les PME, TPE à nouveau, peut aider les employeurs à se libérer de l'obligation de former. Tout simplement, pourquoi ? Parce que l'accès à la formation classique dans les PME, TPE est plus compliqué que dans les grandes entreprises. Il est beaucoup plus difficile de partir en stage quand on est une toute petite entreprise. Donc, la FEST, à nouveau, combinée au digital, peut être une solution formative intéressante pour que les employeurs se libèrent de leur obligation de former. Et puis, le troisième marché, qui est le plus colossal, c'est celui du développement des compétences de manière totalement libre, à la libre main des entreprises qui se disent la chose suivante: la FEST et la FOAD
sont des solutions très intéressantes pour faire de la formation sur des savoir-faire et des savoir-être. Donc, le cœur de l'activité de l'entreprise, bien évidemment, est très touché au niveau des savoir-faire et des savoir-être. Donc, la compétence se construit dans le milieu professionnel et la combinaison AFEST plus digital peut permettre à ces entreprises d'offrir à leurs salariés des solutions pédagogiques très efficientes et là aussi sur mesure, c'est-à-dire pouvoir se former dans son contexte de manière très personnalisée avec l'aide d'un accompagnateur AFEST, par exemple, et puis bien entendu, toujours avec les outils digitaux qui permettent de faire des choses très intéressantes, ce qu'on verra également dans les témoignages de la journée. Voilà, j'en termine là, mais ça, c'était en guise d'introduction pour vous dire deux choses. Deux tendances de fond, digitalisation grâce à la maturité des solutions digitales et personnalisation, donc souhait des salariés de se former un peu sur mesure. Et puis deuxièmement, trois marchés intéressants qui permettent d'innover, qui permettent d'aider les employeurs à répondre à leurs obligations et qui permettent également de soutenir les PME grâce au cofinancement. Je vais repasser donc la parole à Nadia qui va introduire donc tout de suite les premiers témoignages. Merci Henri. Donc, on va aborder maintenant le partenariat proprement dit avec les témoignages. Au niveau du partenariat, donc le parcours certifiant référent AFEST a pour objectif de concevoir et réaliser le parcours de formation et d'accompagner les apprentissages en situation de travail. L'objectif, c'est bien d'accompagner l'entreprise à devenir une entreprise dite apprenante. Donc, notre objectif intègre chez Cadre en Mission deux publics, les permanents et les consultants salariés du groupe Cadre en Mission, les permanents qui sont en situation de travail, qui accompagnent les consultants sur toute l'approche de la gestion administrative, comptable et ingénierie salariale, ce qui va permettre à l'ensemble de nos permanents de pouvoir intégrer progressivement une entreprise dite apprenante, et Isabelle Ranou pourra témoigner à ce sujet. Et pour les consultants formateurs, les consultants salariés, ce sera une approche aussi d'un accompagnement spécifique auprès des entreprises pour pouvoir les accompagner à la mise en place de la FEST. Donc, Annick Martin abordera aussi ce type de témoignage. Donc, les modalités d'inscription seront bien sûr à l'organisme de formation compétences, donc sur le passeport formation, avec des inscriptions qui seront internes à compétences en intégrant normalement 4 sessions programmées sur l'année 2021. Les cofinancements seront liés bien sûr à Acto et le CPF pour la certification par ces campus. Et la consultante formatrice sera Gaëlle Obrenovic qui va vous présenter maintenant la présentation de son programme. Bonjour à tous, merci Nadia, merci Henri d'avoir organisé ce webinaire ce matin et puis cet après-midi avec des retours d'expérience d'entreprise. Ça permet de rassembler finalement les passionnés de la formation que nous sommes. Donc, merci beaucoup pour ce webinaire. Ce matin, donc moi, je suis Gaëlle Obrenovic, consultante indépendante portée par Cadre en Mission. J'avais envie ce matin de vous emmener dans une boutique du centre-ville de Nantes, renommée pour ses chocolats, pâtisseries et également ses macarons. Imaginez que vous entrez dans la boutique pour commander un gâteau pour l'anniversaire de votre maman. La vendeuse est au téléphone et puis, devant tant de choix, vous ne savez pas que choisir et donc vous patientez tranquillement que la vendeuse s'occupe de vous. Au bout de 10 minutes, la vendeuse, elle arrive et puis elle vous dit c'est pourquoi je ferme dans 5 minutes. Là, je vous pose la question, que pensez-vous de cet accueil client ? Eh bien, c'est par ce type de situation que des responsables de boutique ou des magasins font appel à moi pour justement développer des parcours de formation AFEST parce que l'accueil client est au cœur de l'acte d'achat et puis aussi au cœur du développement du chiffre d'affaires d'une boutique. Donc, je vous présente maintenant ma méthodologie que j'ai utilisée pendant ce déploiement d'AFEST. Tout d'abord, il y a une étude de faisabilité qu'on fait avec l'entreprise, enfin là, en l'occurrence, avec des managers de boutique. Je réalise une analyse du travail. Cette analyse du travail, elle se fait par des observations, par des entretiens, ce qui nous amène ensuite à rédiger une fiche
Et là, en l'occurrence, c'était une fiche pour les gestes et postures attendus dans la boutique. À partir de là, j'ai réalisé une grille de positionnement, ce qui permet finalement à la vendeuse de se positionner par rapport aux attendus. Et sur cette partie-là, finalement, elle se pose la question, est-ce que je sais le faire? Est-ce que je dois le faire ou est-ce que je dois apprendre à le faire? Donc, ça permet aussi à la personne, enfin à la vendeuse en tout cas, de se positionner. Une fois qu'on a fini cette étape, on fait la planification. Donc là, on est plus sur la programmation, j'oserais dire, du parcours de formation. La planification, elle se fait à 2 niveaux. Dans un premier temps, on planifie finalement les temps d'apprentissage pour la vendeuse, les moments où elle va pouvoir s'exercer justement sur les nouvelles pratiques qui sont attendues. Principalement, on évite de le faire sur le week-end où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est souvent sur la semaine finalement où elle peut s'exercer. Et puis en parallèle, on planifie également les temps de réflexivité. Donc là, c'est des temps qui sont identifiés avec le manager et avec la vendeuse pour lui permettre justement de prendre un temps de recul sur ce qu'elle a réalisé et puis aussi de consolider les apprentissages. Généralement, un programme de formation comme ça sur une boutique, on est entre 6 et 8 semaines avec des temps planifiés et des rituels généralement, c'est toutes les semaines. Hein. Et puis, une fois qu'on a fini le programme de formation, on fait une évaluation, bien évidemment, ce qui permet de mesurer l'évolution de la posture de la vendeuse. Et puis, pour conclure, on travaille avec le manager ou le responsable de boutique sur le bilan de cette AFEST parce que la réalisation d'une AFEST dans une boutique, c'est aussi se centrer sur une formation personnalisée, c'est ce que disait Henri, mais c'est aussi la possibilité pour le manager ou le responsable de réaliser une même AFEST sur d'autres vendeuses ou sinon auprès d'autres boutiques. Après ce parcours AFEST, retournons dans la boutique. Nous sommes accueillis par une vendeuse qui a un large sourire et qui nous souhaite la bienvenue. Et en plus, elle nous permet de goûter des macarons. Alors, en termes de résultats, suite à une AFEST, le résultat, j'en ai identifié 3 par rapport aux missions que j'ai pu mener. La première, c'est l'autonomie. Donc, c'est l'autonomie du responsable de magasin de pouvoir développer auprès d'autres vendeuses ou auprès d'autres boutiques le parcours AFEST pour améliorer justement l'accueil client dans les boutiques. Le deuxième résultat qui est important aussi, c'est la montée en compétences. Cette montée en compétences, elle est individuelle pour la vendeuse. Elle est aussi, comme disait Nadia, une montée en compétences collective sur l'ensemble de l'équipe de la boutique. Et puis aussi, on avait en amont du parcours avec le manager identifié quelles pouvaient être les conditions de réussite de cette AFEST. Alors, vous imaginez bien que pour une boutique, on avait pris le chiffre d'affaires et donc le chiffre d'affaires avait donc augmenté sur la même période par rapport à l'année précédente. Et puis aussi, à ne pas oublier, c'est que la vendeuse est restée en boutique. Donc voilà, ça c'était très positif pour l'entreprise. Donc voilà, c'était une illustration que je voulais apporter ce matin parce que j'ai suivi moi le parcours référent AFEST et puis je suis certifiée depuis le mois de juillet. Et pendant ce parcours, justement, j'ai pu, comme vous l'avez vu, acquérir la méthodologie pour pouvoir accompagner mes prospects, mes clients et mes futurs clients. J'ai pu donc expérimenter l'AFEST, développer des bonnes pratiques et puis également développer mon activité. Le point important, je pense, c'est que la certification, ça rassure mes clients. Ça me permet de travailler aussi dans les règles de l'art du décret de 2018, comme l'a rappelé Nadia et Henri. Et puis aussi, mon propre chemin réflexif qui a été accompagné justement pendant mon parcours par Henri, ça m'a permis aussi d'être particulièrement sensible à la nécessité du parcours réflexif, enfin des temps réflexifs auprès des apprenants que j'accompagne. Voilà un petit peu l'illustration de la valeur ajoutée d'être formé et d'être professionnalisé sur cette méthodologie et cet accompagnement AFEST. Et puis aujourd'hui, grâce à Nadia et Cadre en Mission, je vais pouvoir faire bénéficier mon expérience d'ingénierie AFEST et d'accompagnement AFEST auprès des consultants portés Cadre en Mission et également en interne auprès des salariés permanents de Cadre en Mission. Donc du coup, je vais animer le 15 janvier 2021, c'est le démarrage du parcours. Ici, je vous présente les alternances qui ont été imaginées. Donc un premier webinaire, ensuite des ateliers collectifs, un deuxième webinaire, des ateliers collectifs, bien évidemment un accompagnement individuel pour vous mener jusqu'à la certification proposée par ces campus. Voilà, j'étais ravie de partager ce moment avec vous et si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Merci.
Donc, nous allons passer maintenant à la partie témoignage. Henri et moi-même allons poser donc, les questions à Isabelle Ranou et Annick Martin par rapport à leur expérience, leur première expérience sur la professionnalisation et la certification référent à FEST. Donc, Isabelle Ranou, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour Isabelle. Donc, nous allons essayer de comprendre les raisons pour lesquelles tu t'es professionnalisée et certifiée référent à FEST au sein du groupe Cadre en Mission. Est-ce que tu peux nous décrire ton expérience par rapport à cette première certification, ce parcours référent à FEST? Oui, bonjour à tous. Moi, je me suis engagée dans ce parcours au sein de la société Cadre en Mission. Je suis responsable de la relation consultant-client chez Cadre en Mission et donc j'accompagne un ensemble de collaborateurs qui sont les chargés de ressources humaines et les chargés d'affaires. Un collaborateur avec lequel vous êtes en relation très particulière puisque ce sont ces collaborateurs qui vous accompagnent tout au long de vos missions dans toute la partie administrative, ingénierie et conseil au quotidien. Donc moi, ma volonté, c'était vraiment de pouvoir professionnaliser mes collaborateurs pour qu'ils puissent vous accompagner au mieux dans votre activité et pour cela, les faire monter en compétences. Voilà. Autre point, c'est vrai que moi, je suis en cours de certification. J'ai été accompagnée par Gaëlle et la FEST, c'est quelque chose qu'on vit quand même au quotidien sans mettre un nom dessus, puisque moi, mon parcours professionnel s'est fait principalement dans un mode AFEST, même si on ne mettait pas ce nom à l'époque. Et c'est une vraie valeur ajoutée pour moi que mes collaborateurs puissent se former dans ce cadre-là. Donc voilà pourquoi j'ai adhéré à ce parcours de certification. Merci Isabelle. Annick, est-ce que tu peux nous préciser pourquoi tu t'es professionnalisée et certifiée référent à FEST en tant que consultante formatrice en développement RH? Merci Nadia. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi-même, je suis consultante formatrice au sein du groupe Cadre en Mission depuis 2016. Pourquoi ai-je choisi de me professionnaliser sur un parcours à FEST? Je me suis rendu compte que suite à la demande de spécialisation des formations, suite à la demande d'adaptation de mes clients, j'avais besoin d'intégrer cette dimension supplémentaire qui me permet de reprendre la procédure définie par le décret et de dérouler dans de bonnes conditions un parcours à FEST. Je me suis rendu compte que j'avais déjà fait des actions de formation en situation de travail en entreprise, mais également dans le secteur de la santé, sans la dénommer ainsi, et j'avais besoin d'étoffer la procédure. En fait, la FEST vient compléter mon offre de formation. L'année 2020 sera pour moi une année de grands changements. Je me suis tout d'abord formée au distanciel, confinement oblige, et puis j'ai intégré ensuite cette modalité d'AFEST qui me permet d'approfondir cette individualisation des parcours de formation qui est de plus en plus demandée chez mes clients. Annick et Isabelle, j'avais une question complémentaire. Cette certification, ce label que vous visez, comment est-il apprécié par les entreprises et les financeurs? Est-ce que c'est une plus-value pour vous? Est-ce que vous êtes du coup perçu comme, entre guillemets, professionnalisé, garante d'une certaine qualité? Comment vos clients, entre guillemets, perçoivent cette certification? Alors, je suis en cours de certification, donc le label, je le valoriserai pleinement après ma certification que je passe en décembre 2020, donc c'est prochainement. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que dans les entreprises de mon département, notamment le département de la Mayenne, ce label sera reconnu parce que pour l'instant, le nombre de consultants capable de mettre en évidence une certification prouvée justement par un diplôme et par tous les prérequis nécessaires ne sont pas tellement nombreux. Et moi, les demandes que j'ai eues, c'est des demandes de professionnalisation d'un petit nombre d'acteurs, par exemple un responsable d'un service paye, par exemple un responsable de comptabilité, par exemple une chargée de formation, où les demandes spécifiques vont vraiment intégrer la situation de travail dans l'entreprise et des temps en lien avec le poste de travail et les compétences développées par l'intéressé dans son secteur et dans son entreprise. Donc là, on a déjà pas mal de questions qui remontent. Je ne sais pas si Henri, Gaëlle, Annick et Nadia, vous pouvez les regarder et répondre à ces questions.
Donc, typiquement, on a une question en fait. Donc, l'AFEST peut-il s'appliquer dans un premier temps à des stagiaires professionnels qui ont un statut d'encadrement? Alors, la FEST, en fait, n'est pas liée à un statut. À partir du moment où on est un apprenant, qu'on soit salarié, encadrant, stagiaire de la formation professionnelle, demandeur d'emploi dans le cadre d'une PEC, travailleur indépendant, travailleur saisonnier, intérimaire, enfin bref, je vous passe tous les cas de figure. Dès lors qu'on a un apprentissage à réaliser dans une situation de travail, on est éligible à la FEST. Après, on a une autre question, c'est le parcours AFEST peut-il être imaginé dans le secteur de l'ESS? Oui, tout à fait. Chez ces campus, peut-être redéfinir, Henri, ce que c'est que l'ESS. L'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Par exemple, c'est le champ de l'OPCO-Uniformation, hein, et les entreprises, et y compris des associations de cette économie sociale et solidaire, peuvent tout à fait mettre en œuvre des AFEST. Encore une fois, dès lors qu'il y a une activité, dès lors qu'il y a un travail, y compris bénévole, il peut y avoir de l'AFEST. Je vais répondre aussi à la question. Actuellement, chez Icertis, et je vous parlerai d'Icertis tout à l'heure, on accompagne une stagiaire, une professionnelle, pour mettre en œuvre un parcours d'AFEST au sein d'une entreprise qui accompagne des gens en recherche de logement. C'est une entreprise du secteur de l'économie sociale et solidaire. Pour compléter la réponse de Luc, nous avons eu, nous, un référent AFEST certifié l'an dernier, que j'ai eu personnellement en tant que jury, qui a fait son AFEST sur des médiateurs dans les transports. Vous voyez, donc on est sur un rôle qui n'est pas dans le secteur marchand, hein, la médiation, oui, comme on voit aussi également à Paris, par exemple, hein, dans les quartiers, etc. On peut faire une AFEST dès lors qu'il y a une activité, qu'elle soit rémunérée ou même on peut imaginer tout le secteur associatif où il y a du bénévolat. Dès lors qu'il y a compétence, dès lors qu'il y a travail, même bénévole, il peut y avoir AFEST. On va dire que l'AFEST s'adresse vraiment à tout secteur d'activité. Tout secteur d'activité. Isabelle pourra peut-être compléter mon propos. C'est vrai qu'au sein du groupe Cadre en Mission, Isabelle a quand même des services qui intègrent les chargés ressources humaines, les chargés d'affaires, mais également le service paye, le service comptabilité. On est sur une multitude de services, voilà, qui peuvent bénéficier de cet accompagnement. Isabelle intègre bien l'accompagnement de ses collaborateurs dans le cadre du développement de leurs compétences. Tu peux peut-être argumenter. Tout à fait, merci Nadia. Donc c'est vrai que moi j'ai un périmètre assez grand chez Cadre en Mission et des collaborateurs assez diversifiés puisque je vais de l'accueil au chargé d'affaires, au chargé de gestion et donc toute situation de travail et d'évolution des compétences peut passer par un mode AFEST. Typiquement, une personne à l'accueil peut faire de l'AFEST sur l'accueil téléphonique, sur l'accueil physique. Toute situation de travail est propre à l'AFEST. Merci Isabelle. Isabelle, il y a une question dans le chat. Alors, privilégie plutôt le question et réponse parce que là, du coup, on est un peu caméléon, on a les yeux partout en même temps. Oui. Donc, en fait, Isabelle, est-ce que tu peux expliquer concrètement quand tu dis « mon propre parcours s'est fait sans que ce soit nommé ainsi » dans une mobilité AFEST? Oui, pour vous expliquer un peu mon parcours professionnel, je n'étais pas du tout dans la branche de la paye ou de la comptabilité à l'origine puisque j'ai un bac sciences médico-sociales, donc pas du tout dans le domaine actuel. Et ma première expérience professionnelle a été en paye comptabilité. Et je n'étais pas formée, en fait, formation initiale sur ce type de poste. Et j'ai appris au fur et à mesure, en fait, sur mes postes. Je me suis formée sur mes postes de travail au fur et à mesure, et ça pendant quelques années, puisque j'ai repris mes études en 2012, une fois que j'avais fait plus de 10 ans en paye, en comptabilité ou du RH. Et j'ai repris mes études uniquement à plus de 35 ans pour me former. Donc, toutes mes premières expériences personnelles et ma formation de base se sont faites sur mon lieu de travail et sur mes postes de travail. Et à l'époque, voilà, ce n'était pas de l'AFEST, mais c'était le geste, en fait, qu'on apprenait directement sur son poste. Par rapport à l'exemple que vient de préciser Isabelle, on peut dire que la démarche AFEST intègre bien une démarche GPEC. On rentre bien dans la gestion professionnelle, l'emploi et des compétences. Et c'est bien la GPEC qui représente bien cette démarche de l'AFEST. Okay. On a dans les questions-réponses quelques questions concernant le parcours certifiant. On nous demande, peut-on participer à ce parcours certifiant si on n'a pas encore fait une première mission chez Cadre en Mission? On demande aussi de qui faut-il se rapprocher pour entamer un parcours certifiant AFEST. Et puis,
qu'apporterait cette certification en plus Datadog, etc. Alors, je laisse répondre Nadia peut-être sur l'aspect comment s'inscrire, à qui s'adresser chez Cadre en Mission, etc. Par rapport à la formation de référents certifiés à FEST, ce certificat permet à des consultants de pouvoir accompagner les entreprises en amont pour pouvoir déployer la FEST au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, chez Cadre en Mission, nous avons 23 consultants certifiés à FEST qui accompagnent les entreprises avec des référencements OPCO pour la majorité. Et puis, nous avons des consultants qui développent également le déploiement de la FEST dans les entreprises en dehors des OPCO, c'est-à-dire directement auprès des entreprises de plus de 50, 100 salariés. Ça, c'est déjà un point, mais peut-être que Luc et Henri pourront compléter à ce niveau. Par rapport à la formation elle-même, le contact vous sera transmis, donc c'est manuelacorbino@cadremission.com qui prend en main les inscriptions, puisque au niveau interne, les inscriptions se font directement à partir du passeport formation. Donc à ce moment-là, soit vous m'envoyez un mail à nadiaadjeri@cadremission.com ou à manuelacorbino@cadremission.com et on vous transmettra toutes les informations au sujet de la mise en place de ce parcours référent à FEST. Et après, Nadia, si je peux me permettre, si vous avez des questions particulières par rapport au programme ou comment ça va se dérouler, surtout n'hésitez pas à me contacter. Gaëlle Obrenovic, vous avez l'adresse mail sur le support que vous allez recevoir et puis sinon, j'ai un LinkedIn. Voilà, à bientôt. Tout à fait, merci Gaëlle. Pour compléter, c'est vrai, toute la partie, on va dire, technique et pédagogique, il faudra que, bien sûr, Gaëlle puisse échanger avec chacun d'entre vous si vous souhaitez intégrer cette formation parcours référent à FEST. Alors juste peut-être, je vais revenir sur la question de Rémi là, sur les bénéfices d'être référent à FEST certifié. Qu'est-ce que ça ramène à la personne par rapport aux autres certifications professionnelles ou à Calliope, par exemple? En fait, ça a été dit, aujourd'hui, vis-à-vis des clients, c'est une démarche qui prouve que vous souhaitez apporter une vraie méthodologie, des vrais outils et que vous vous inscrivez dans une démarche professionnelle qualitative en matière d'AFEST. Côté financeur, sans que la certification soit obligatoire, on voit qu'aujourd'hui, elle est très appréciée des financeurs publics, des conseils régionaux, des OPCO. Toujours pour les mêmes raisons, pour ces financeurs, le fait d'être référent AFEST, c'est une garantie que vous avez fait l'effort de vous professionnaliser et que vous avez bien compris le cadre réglementaire, ainsi que les livrables, les traçabilités qu'il va falloir fournir pour permettre notamment aux employeurs de faire valoir ces actions comme de vraies actions de formation. J'insiste là-dessus parce que vous avez deux risques. Si vous ne respectez pas le cadre réglementaire et la traçabilité, c'est un risque de requalification. Si vous n'êtes pas dans une vraie AFEST, ça sera requalifié par exemple par un juge ou par l'inspection du travail comme n'étant pas une action de formation. Donc ça, c'est un risque social. Et puis, en cas de financement, si jamais l'action de formation est financée et qu'elle a été mal montée, passez-moi l'expression, là, il y a un risque pour l'entreprise de devoir rembourser le financement. Donc, cette certification, quelque part, c'est une forme de caution qui signifie aux clients des consultants cadres en mission, voilà, nous avons fait l'effort de nous professionnaliser, nous avons bien compris le cadre réglementaire, nous avons bien compris que nous devions formaliser et tracer les AFEST. Donc, j'espère avoir bien répondu à cette question bien précise sur le bénéfice pour le consultant de se faire certifier. Tout à fait. Je confirme ce que vient de dire Henri. En effet, même au sein du groupe cadre en mission, toutes les actions de formation liées à la FEST et à la formation à distance sont toutes validées en général par moi au niveau de la direction de la formation, de manière à éviter toute difficulté ultérieure avec la réglementation. Il y a même un protocole individuel de formation qui est obligatoire, que ce soit pour la FEST et la formation à distance. Tous ces protocoles sont bien identifiés et bien co-signés pour que la FEST soit réellement mise en œuvre. Sinon, nous avons Annick Martin qui souhaite répondre sur la FEST et d'autres modalités telles que la VAE, puisque cet après-midi, on va aussi aborder les modalités qui sont liées au contrat de professionnalisation, le PROA, etc. Si Annick peut bien répondre, et après, on passera au témoignage d'Hélène Diop et Jean-Baptiste Drouet.
Oui, merci Nadia. Donc, il faut bien comprendre que la FEST, en fait, élargit le champ des possibles au point de vue des modalités pédagogiques. Donc, la validation des acquis de l'expérience, à l'inverse, c'est une démarche que va entreprendre une personne pour valoriser des compétences sur lesquelles elle se professionnalise, par exemple en vue de cibler les compétences d'un titre professionnel. La FEST, elle, c'est une modalité pédagogique. Donc, la VE n'est pas pleinement une AFEST, mais peut-être qu'on pourra accompagner quelqu'un parce que cette personne a besoin de compléter des compétences. En fait, dans l'exemple que Gaëlle nous donnait avec la pâtisserie et avec la vendeuse en pâtisserie, on part d'une analyse d'une situation de travail. On part d'un positionnement initial où l'intéressé, la personne que l'on va former via un mode AFEST, elle a des compétences à compléter. L'AFEST pourra dans ce cas être une des modalités qui permet de partir d'un niveau de compétence 1 pour aller vers un niveau de compétence 3 ou vers un niveau de compétence 4. Donc pendant que je suis sur ce qu'est l'AFEST et sur ce qu'elle n'est pas, un parcours d'intégration d'un nouvel embauché, ce n'est pas une action de formation en situation de travail. Un atelier de co-développement, ce n'est pas une action de formation en situation de travail. L'action de formation en situation de travail répond à un cadre réglementaire précis qui permet justement de la valoriser pleinement. Et l'action de formation en situation de travail va permettre de personnaliser le parcours de l'apprenant pour développer les compétences qui lui sont nécessaires dans l'exercice de son métier. Merci Annick. Alors juste pour donner les deux ingrédients fondamentaux de tout AFEST, une mise en situation dans le milieu réel. Donc, on est bien dans le vrai travail. On n'est pas dans le travail reconstitué, par exemple. On n'est pas sur un plateau technique où on simule le travail. On est dans la boutique pâtissière dont parlait Gaëlle et on est en train d'exercer son métier. Simplement, on est dans un cadre pédagogique. On a des droits particuliers. Par exemple, on a le droit de se tromper. On a le droit de recommencer. On a le droit de poser des questions à son accompagnateur, etc., etc. Donc, on est dans une situation de travail réel pédagogisée, avec des droits et des devoirs d'ailleurs. Et puis, on a la fameuse séquence réflexive qui se fait entre souvent l'apprenant et un accompagnateur, ou l'apprenant et un référent. Et à ce moment-là, la séquence réflexive, c'est quoi? C'est apprendre à partir de sa pratique. Donc, j'ai pratiqué mon métier, j'ai appréhendé certaines compétences. Et du coup, après, je réfléchis à ce que j'ai fait, comment j'ai fait, pourquoi j'ai fait, comment je pourrais faire mieux. Donc, je suis en train d'ancrer petit à petit la compétence professionnelle dans mon métier. Donc, si on a ces deux ingrédients, on est dans une AFEST. Merci Henri, c'est parfait. Donc, il y avait une question à Isabelle Ranou. Est-ce que l'apprentissage des gestes métiers est considéré comme de l'AFEST ou une formation sur le tas? Donc, Isabelle peut répondre. Je vais reprendre tous les ingrédients qu'a énuméré Henri sur l'AFEST. Et en fait, tous ces ingrédients y étaient. J'apprenais au fur et à mesure, j'avais le droit de me tromper, j'avais aussi l'analyse, l'accompagnement d'une personne à mes côtés. Donc non, c'était bien de l'AFEST qui était faite sur mes premières expériences professionnelles. Seulement, ça n'était pas reconnu. Voilà, seulement ça n'était pas reconnu, tout à fait. C'est là que l'intérêt de la VAE peut avoir du sens, c'est comment, grâce à une AFEST, ensuite, on monte un dossier VAE pour valoriser tous ces apprentissages en situation de travail. Oui, dans mon parcours après que j'ai repris, j'ai eu la possibilité de faire une VAP 85 qui est l'équivalent du VAE. De la VAE. Voilà, mais qui nous permet d'intégrer un parcours supérieur sans avoir forcément le diplôme. Et donc, on reprend également tous ces ingrédients dans le développement. On explique en fait tout notre parcours et comment on a évolué en fait dans notre profession. Et donc, on reprend tous ces éléments qu'on inscrit et qu'on présente devant un jury. Très bien. Alors, il y a beaucoup de questions sur ce que peut concerner une AFEST. Par exemple, il y a des questions, est-ce que l'AFEST, c'est que les savoir-faire? Non, ça peut être du comportement. Ça a été dit tout à l'heure par Gaëlle. Je propose qu'on avance peut-être avec les témoignages entreprises, du coup, qui vont nous éclairer aussi sur ce qui est possible de faire. Avant, pour que vous finissiez sur tout ça, beaucoup se posaient la question sur le coût. Comment c'est géré? Quel coût pour un consultant formateur ou pour n'importe qui d'autre? Le coût est pris en charge à 100% par Acto dans le cadre du passeport formation au sein du groupe cadre en mission. Le passeport formation permet de faire financer à 100% les formations qui sont délivrées pour les consultants, formateurs et managers de transition, donc par Acto. Et après, le CPF peut compléter pour la certification proprement dit référent AFEST par ces campus. Tout le parcours de formation est pris en charge à 100%, puisque les consultants formateurs sont salariés comme nos permanents, donc ils intègrent une formation sur le plan de développement des compétences à 100%.
On peut remercier Acto d'ailleurs en passant. Merci Acto, oui, qui est excusé puisqu'ils étaient en réunion toute la journée. Mais cet après-midi, l'AFDAS sera présent, l'OPCO AFDAS sera présent et pourra aussi répondre à ces questions-là. On va laisser la parole maintenant à Luc pour présenter donc Hélène Diop et Jean-Baptiste Drouet. La deuxième partie. Merci Gaëlle, merci Isabelle et merci Annick pour vos témoignages et vos précisions sur votre vécu par rapport à la professionnalisation et la certification référent à FEST. Juste peut-être avant que Luc prenne la parole, pour ceux qui ont posé des questions tantôt dans le chat, tantôt dans les Q&R, ne vous inquiétez pas si on n'a pas répondu, on va faire une foire aux questions avec Rémi et Fred. Et donc, on pourra en différer, vous apporter toutes les réponses précises aux questions que vous avez pu poser ce matin. Bonjour à tous, je prends la parole maintenant. Donc moi, je suis Luc Le Cerf, je suis consultant formateur chez Icertis. Vous avez peut-être aperçu la slide de Icertis tout à l'heure. Juste quelques mots avant de faire témoigner des entreprises. Icertis, c'est une structure nationale positionnée sur la FEST dont l'objectif, c'est de vraiment valoriser la transmission des savoir-faire de l'entreprise. Nous, on a un regard très appuyé sur la mise en relation entre la FEST et la stratégie de l'entreprise et notamment sur toutes les questions de la mesure et l'évaluation de l'impact de la FEST. Ça nous paraît extrêmement important de relier AFEST et objectifs mesurables dans l'entreprise. Vous l'avez vu à travers les échanges que vous avez pu avoir là au préalable, il est nécessaire aujourd'hui de se professionnaliser pour dérouler des parcours en AFEST. Henri a pu vous en parler, les différentes consultantes ont pu vous en parler. Moi-même, j'ai démarré chez Cadre en Mission un premier dossier d'AFEST. Et puis ensuite, Icertis s'est rapproché de moi et m'a proposé d'intégrer leur structure nationale. Ce que je vous propose aujourd'hui, et là dans quelques instants, c'est de donner la parole à une entreprise, l'entreprise Promens, par l'intermédiaire de Hélène Diop, qui est responsable du développement des compétences au sein de cette entreprise, pour montrer tout l'aspect professionnalisme nécessaire pour dérouler une action de formation en situation de travail. On aura d'autres exemples cet après-midi aussi. On regardera la FEST du côté du contrat de professionnalisation. On regardera la FEST également du côté des parcours demandeurs d'emploi. Vous pourrez aussi aller sur le site YouTube d'Icertis et trouver de nombreuses vidéos qui présentent des réalisations d'AFEST, des témoignages d'entreprises qui ont pu mettre en place la modalité AFEST. Alors, je vais m'adresser à Hélène Diop. Bonjour Hélène. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire et d'accepter de nous consacrer un peu de temps dans votre matinée. Je sais que ce matin, vous avez eu des soucis de connexion Internet au sein de votre entreprise et donc vous êtes connecté, je pense, par votre téléphone, il me semble. Donc, exactement. Vous avez réussi à l'arrache à trouver une solution, c'est super. Voilà. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous présenter votre entreprise, nous donner quelques éléments sur les enjeux, emploi et compétences? Oui, alors tout d'abord, je tiens à remercier Cadre Mission, C-Campus et Icertis pour m'avoir invité sur le webinaire concernant la FEST. Donc, merci à vous tous. Alors, qui nous sommes? Donc, nous sommes une entreprise Promens, mais rattachée à un groupe international américain, donc Berry. Nous représentons 300 entreprises dans le monde, une dizaine d'entreprises sur le site français. Pour ce qui concerne le métier pur, c'est de la transformation de matières plastiques. En ce qui nous concerne, on travaille sur un procédé de transformation de matières plastiques qui représente 1% pour le groupe Berry, donc c'est très peu. Par contre, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose de très important dans le sens où on a un savoir-faire qui est très rare. Du coup, très rare et très précieux à nos yeux, puisque c'est le savoir humain qui permet à l'entreprise de pouvoir avoir ce savoir et de pouvoir produire et continuer à exister sur le marché. Le bémol par rapport à ce savoir, c'est qu'au niveau de l'éducation nationale, rien n'a été prévu pour former sur le rotomoulage. Donc, ça a été notre première problématique, c'est-à-dire il n'y a pas de CQP, enfin si maintenant il y a un CQP, pardon, mais au niveau de l'éducation nationale, il n'y a pas de formation prévue. Donc, ça, c'est cette première problématique. Notre deuxième problématique était de sauvegarder le savoir-faire en interne, qui est donc précieux et rare, comme je viens de le dire. Troisième problématique, c'était le recrutement difficile par rapport au bassin d'emploi de la Loire-Atlantique.
Et de ce fait, dans une relation de cause à effet, finalement, ça a été la formation par rapport à ce recrutement déjà complexe, mais dans un second temps, cette formation à prévoir qui était assez difficile à mettre en œuvre puisqu'il y avait un turnover assez conséquent au niveau. Dans un premier temps, Madame Diop, je crois que vous avez cherché à répondre à cette problématique en pilotant par vous-même une démarche de formation, c'est ça? En fait, pour répondre à ces problématiques, une des premières solutions, c'était de créer notre centre de formation Datadocké depuis 2015. Donc, on a procédé à de l'ingénierie de formation. Donc, on a mis en place des modules pédagogiques un peu traditionnels, on va dire, avec des formations en salle, des PowerPoint, des films et aussi de la formation sur le terrain. C'est vrai qu'on a abouti à 33 CQP par ce biais-là, par le biais de contrats de professionnalisation et de périodes de professionnalisation. On a aussi donc formé des tuteurs, des formateurs. Mais comme je disais précédemment, on avait vraiment cette problématique de recrutement qui était très sensible pour nous. Donc, je me suis intéressée à l'expérimentation AFEST de 2017. Je me suis imprégnée de cette expérimentation et j'ai vu que ça pouvait certainement répondre à notre problématique qui était de former un volume de personnes. L'idée, c'était de pouvoir former rapidement, mais de manière qualitative, des personnes qui allaient rentrer chez nous. Et j'espère pouvoir verrouiller ces recrutements et pouvoir sauvegarder ce savoir-faire précieux et rare et reculer en fait le nombre de recrutements et ce turnover en verrouillant ce savoir-faire grâce à cette qualité, la réflexivité. Et donc, Et l'objectif que vous vous êtes fixé à travers ce projet d'action de formation en situation de travail, donc, c'est d'améliorer le turnover dans les nouveaux embauchés que vous aviez formés sous une modalité du contrat de professionnalisation interne dans l'entreprise. Et là, vous cherchez à améliorer, à réduire le départ des collaborateurs qui, malgré la formation traditionnelle, avaient tendance... C'est ça. Hein. Et donc effectivement, oui, vous avez entièrement raison. En fait, l'idée de pouvoir cibler les personnes, les problématiques de chaque personne d'ailleurs, de pouvoir répondre à une formation personnalisée, je pense qu'en fait, on risque de fidéliser finalement les personnes en interne chez nous. D'accord. On espère. Et donc, pour mener à bien ce projet d'action de formation en situation de travail, vous avez souhaité faire appel à Icertis. Pour quelles raisons? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait par vous-même? Parce qu'en fait, c'était l'occasion d'avoir un œil neuf par rapport à nos pratiques déjà existantes. L'idée, c'était de pouvoir sortir de ces pratiques et d'avoir une analyse qualitative de votre part, de pouvoir aussi réintroduire les projets de la direction, c'est-à-dire de mobiliser la direction par rapport à ce projet de formation, de pouvoir positionner en fait tous les jalons pour pouvoir travailler de manière sereine et qu'on soit accueilli sur nos sites de production de manière légitime, on va dire, avec une méthodologie reconnue. Et avoir passé l'audit de certification il y a quelques semaines, il y a 2 semaines à peu près, le fait d'avoir pu parler de la FEST, même si on n'est pas complètement certifié jusqu'à présent, puisqu'on a entamé cette démarche, ça nous a vraiment valorisé d'un point de vue audit auprès de l'auditeur. Donc, votre entreprise est en train de passer une certification ISO 9000, c'est ça? Alors, on a passé cette certification ISO 9001, 14001, donc on l'a eu. C'est vrai que la FEST n'était pas connue de l'auditeur, en fait. Donc, le fait ça a été un plus. Ça a été un plus. Parce que le fait de pouvoir déjà avoir mis au centre de nos pratiques l'existence du centre de formation Datadocké, c'était déjà un gros plus. Mais le fait de pouvoir chercher à s'améliorer encore dans nos pratiques professionnelles par quelque chose de nouveau, c'est-à-dire la FEST avec une certification à la clé, j'espère. Donc, ce sont réellement des plus. Voilà, et c'est ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous-même, en responsabilité dans l'entreprise, vous allez passer la certification de référente à FEST pour pouvoir ensuite démultiplier et élargir les parcours en interne. Hein, c'est bien ça. Voilà. Et petite précision, moi je travaille beaucoup avec des salariés étrangers, donc c'est un plus aussi que de pouvoir accueillir ces étrangers et de pouvoir travailler de manière personnalisée avec du FLE de la FEST
Voilà, ça veut dire qu'il y a un champ des possibles qui s'ouvre et qui est très large. Merci, Madame Diop, Merci. de nous avoir apporté votre témoignage. Merci à vous. Si parmi les auditeurs, certains souhaitent en savoir davantage, vous pouvez rentrer en contact avec Hélène Diop auprès de son établissement ou via sa fiche LinkedIn. Je pense qu'elle répondra à toutes vos questions. Donc, on voit que un engagement fort, un engagement structuré des acteurs de la formation interne en entreprise est important pour réussir la mise en œuvre d'un parcours de formation en situation de travail. Donc, ces acteurs, il faut les préparer. Et Madame Diop, vous auriez pu aussi ajouter que dans le parcours, on associe également 2 experts internes, techniciens et formateurs internes à ce projet, l'un situé sur le site de Montoire et l'autre situé sur le site de Anzin, près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Je pense qu'il est intéressant aussi maintenant que l'on ait l'avis du MEDEF sur la nécessaire professionnalisation des acteurs qui mettent en place l'action de formation en situation de travail. Et je vais me tourner maintenant vers Jean-Baptiste Drouet. Bien, bonjour Jean-Baptiste, merci de votre présence à ce webinaire, également dans une actualité chargée pour le MEDEF, extrêmement sollicité par les entreprises pour trouver des solutions pour sortir des difficultés de la crise liée au Covid. Jean-Baptiste, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter le MEDEF et son rôle aujourd'hui par rapport aux questions emploi et compétences qui se présentent aux entreprises? Oui, merci beaucoup de me laisser la parole. Alors, présenter le MEDEF, je ne vais pas présenter le MEDEF en détail parce que ça arrive d'être très long, surtout en ce moment. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement plutôt la partie emploi, formation. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est du point de vue de l'entreprise, sur la question des enjeux, des stratégies, préparer l'avenir. Et puis, participer à ce webinaire sur à la fois la FEST et pour moi aussi les questions de formation ouverte à distance. Je pense que vous allez aussi en parler. Ça me paraît un enjeu primordial pour nos organisations, nos entreprises pour préparer demain et aussi dans le contexte actuel au niveau du recrutement, de l'employabilité, du maintien des compétences. Alors, je ne vais pas tout expliquer. Je n'aurai pas un propos technique sur la FEST ni la formation ouverte à distance, mais un point de vue plutôt général sur ces questions-là et peut-être sur les questions d'approche multimodale et comment l'entreprise peut s'entourer, trouver des expertises. Je me présente quand même rapidement. Donc, moi, je travaille au sein du MEDEF Pays de la Loire, qui est le MEDEF régional. À la différence d'un MEDEF en département qu'on appelle MEDEF territorial, le MEDEF territorial a des adhérents directs qui sont les entreprises. Le MEDEF régional a pour adhérents à la fois les MEDEF territoriaux et les fédérations professionnelles. On a ici en région Pays de la Loire 14 fédérations professionnelles. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous retrouvez la métallurgie, donc l'UEMM, la fédération du bâtiment, la fédération des transports, la plasturgie, le secteur des banques, à la fois les secteurs services tertiaires. Donc mon poste, je suis en charge des questions d'emploi et de formation sur cette région à 2 niveaux. Le rôle du MEDEF Pays de la Loire, c'est d'être en relation avec les institutionnels. Donc, on a énormément de choses à traiter en ce moment avec la Directe Pays de la Loire, avec le Conseil régional, sur la partie formation, bien sûr, les OPCO, et des sujets d'actualité, sans rentrer dans le détail. Mais comme vous le savez, on a un sujet important autour du FNE formation, par exemple, autour des transitions professionnelles, autour d'un sujet d'actualité pour les entreprises sur le bilan à 6 ans. Donc, voilà, toute une série de négociations à la fois avec la DGFPO nationale et puis les acteurs locaux. Et puis pour ma part, en parallèle de ce dialogue avec les institutionnels, c'est toute l'animation en territoire auprès des entreprises et je m'occupe particulièrement de ces sujets emploi, formation, compétences qu'on a réadaptés par rapport à la situation liée au Covid-19 puisque avant cette situation de crise, beaucoup d'organisations se préoccupaient notamment des problématiques de recrutement et on était sur une vraie problématique de recherche de compétences et on parlait déjà à ce moment-là de l'opportunité par rapport à la FEST ou des formations à distance. Aujourd'hui, on est aussi sur du sur-mesure. On a des entreprises qui vont moins bien, qui sont impactées, et pour autant d'autres entreprises qui sont toujours à la recherche de compétences. Donc, on est quasiment à traiter des cas individuels entre des maintiens d'activité, de la commande pour certains secteurs et d'autres entreprises qui sont quasi à l'arrêt. Donc, on est aussi là pour parler des territoires, des mutualisations et de la relation entre entreprises par nos MEDEF territoriaux. Donc, voilà pour le rôle du MEDEF région entre l'accompagnement, la communication et le dialogue avec les institutionnels et puis être au service de nos entreprises. D'accord. Et aujourd'hui, pour les entreprises de la région Pays de Loire, mais je pense que c'est valable pour l'ensemble des entreprises, comment elles se positionnent sur les questions formation quand se présente la situation actuelle? Comment vous voyez les choses? Comment vous sentez les choses? Est-ce que la formation est mise de côté? Est-ce qu'il y a des
perspective? Quel est le ressenti des entreprises sur ces questions aujourd'hui? D'un point de vue général, je rebondis un peu sur quelques enjeux qui ont été soulignés par le témoignage de l'entreprise par Hélène précédemment. Je dirais que par rapport à la situation de crise, on a tous les cas de figure, mais il n'y a pas d'arrêt par rapport au sujet de l'emploi, de la formation et des compétences. J'ai tendance à dire qu'il y aurait même une nouvelle façon de voir les choses, des prises de conscience et des nouvelles postures qui sont abordées par les entreprises. Sur ces prises de conscience, on retrouve les enjeux qu'on avait avant la situation Covid, mais sans caricaturer, j'ai l'impression que cette crise sanitaire que nous rencontrons est aussi un booster pour traiter des sujets d'innovation, de modalités pédagogiques, du multimodal, AFES, formation à distance, digitalisation de la formation. On a vécu un premier confinement où les choses ont été subies par les entreprises sur la gestion des équipes, le télétravail, aller chercher l'info sur les faits de formation. Le second confinement est assez dur à vivre et pour autant, on voit qu'il y a des plans d'action qui commencent à se mettre en place et j'ai pas mal d'entreprises qui me contactent pour parler justement de l'innovation sur le sujet formation et compétences. Et les enjeux qui sont derrière ces stratégies, c'est ce qui a été un peu dit, c'est profiter un peu de cette période pour continuer à rechercher les compétences dont on aura besoin, c'est-à-dire des entreprises qui anticipent déjà l'avenir et la sortie de crise et se projettent sur 2021, même si c'est compliqué, mais ne pas reproduire les erreurs qu'on a eues avec la crise de 2008. Si je prends l'exemple des territoires comme la Vendée, à l'époque, en 2008, on n'a pas investi dans les compétences et on s'est retrouvé dans une situation de déficit de compétences important. Donc ça, c'est un vrai enjeu. On a tous les enjeux de marque employeur, de fidélisation des salariés, de maintenir les compétences en interne qui se posent. On a tout l'enjeu en relation avec les incitations de l'État sur l'emploi. Donc on a parlé tout à l'heure de la relation entre AFEST et puis les demandeurs d'emploi. C'est un vrai sujet. On voit les incitations qu'on a aujourd'hui autour de l'emploi des jeunes, des soutiens pour développer l'alternance pour les publics éloignés de l'emploi. Et je pense que là, la FEST, comme l'innovation dans la formation professionnelle, ce sont des dispositifs qui sont une véritable opportunité pour les entreprises. Et puis, sur l'employabilité, je pense que c'est un sujet important d'à la fois maintenir les compétences en interne et puis de prévoir tout le sujet des transitions. Pour moi, la FEST, c'est aussi une façon d'anticiper l'avenir sur demain, l'impact des nouvelles technologies, des transitions écologiques, l'arrivée de l'intelligence artificielle, le lien d'interdépendance entre tous ces secteurs d'activité. Et si on ne se prépare pas à la fois à maintenir en compétence les salariés et à préparer leur employabilité en s'adaptant à ce nouvel environnement, je pense qu'on aura des difficultés. En tout cas, les entreprises qui ne se préoccupent pas de ces questions déjà avant la crise et d'autant plus pendant la situation liée au Covid pourraient rencontrer des difficultés dans les années à venir quand on sortira de cette situation. Et déjà, on a des patrons ou des dirigeants d'entreprises qui ont cette vision. Et plus globalement, qui ont la vision autour des compétences, de ces innovations pédagogiques et puis des visions autour du sujet RSE, de la marque employeur, de l'attractivité. Donc, il y a de l'activité en ce moment, il y a des plans d'action et il y a aussi la question peut-être au niveau de l'enjeu emploi-compétences du management. Ce sera peut-être évoqué cet après-midi, mais comment on accompagne les équipes en interne, la formation des formateurs, les managers transversaux, comment un dirigeant implique ses équipes pour aller jusqu'au terrain. Et là, je pense qu'il y a un vrai rôle aussi pour les experts sur ces questions de formation à distance et à FEST, c'est-à-dire comment on arrive à des plans d'action, à manager ces projets. On a, nous, par exemple, un projet qui est sur la digitalisation de la formation, MEDEF Pays-de-la-Loire, qui est un parcours inter-entreprise qu'on a démarré avant la crise liée au Covid. On était sur en toute transparence, des grandes entreprises et des ETI importantes du territoire Pays de la Loire, mais ces entreprises avaient déjà pris conscience qu'il fallait prendre le virage. Et là, on a des entreprises qui se positionnent, qui sont des TPE-PME, et qui nous disent il faut qu'on intègre le parcours digitalisation de la formation parce qu'on a bien compris que quoi qu'il arrive, des choses resteront. On peut avoir un débat sur le télétravail, comment former à distance, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment on garde le lien social, toutes les questions que vous voulez, c'est des choses de toute façon qui vont être managées, qui vont rester en partie et on aura là besoin de la vision des dirigeants et essayer de fédérer les équipes, embarquer les équipes en interne. Donc ça, c'est vraiment des questions pour nous importantes et sur lesquelles on doit se positionner sur les questions d'emploi-compétences. Juste une petite remarque en passant, Jean-Baptiste. Vous parliez de la préservation des savoir-faire internes et de la transmission intergénérationnelle, quelque part, entre notamment avec le papy-boom, ceux qui vont partir et ceux qui arrivent dans les entreprises. Là, je trouve que la formation digitale, le fait de pouvoir capter et formaliser ce savoir en le filmant, par exemple, si on est sur des métiers de geste, s'articule particulièrement bien avec les AFEST. Est-ce que vous avez déjà eu des entreprises adhérentes au MEDEF qui ont expérimenté cette comodalité mise en situation AFEST et capture vidéo, par exemple, pour conserver le savoir ?
Moi, je n'ai pas forcément toutes les remontées sur la région Pays de la Loire, mais je sais que Henri, sur des expériences qui ont été menées à l'époque, en Normandie par exemple, ou les Hauts-de-France, il y a eu des choses particulièrement intéressantes. Pays de la Loire, je pense qu'il nous faut accompagner nos entreprises de façon encore un peu plus concrète. Alors, c'est peut-être le sujet d'aujourd'hui, justement, comment on peut faire du call action, c'est-à-dire peut-être créer un parcours inter-entreprise pour parler de tous ces sujets-là. Et sur la question des compétences, de l'intergénérationnel, le transfert des compétences, je trouve que ça, c'est un vrai sujet. Et c'est pas une inquiétude, mais on voit aujourd'hui que l'État pousse sur l'emploi des jeunes, et c'est très bien, tant mieux. Mais à l'époque, je me rappelle que quand on parlait des compétences, on parlait notamment du transfert des compétences et de l'intergénérationnel, où on avait la question des tuteurs et les entreprises disaient nos compétences sont en train de partir avec les départs à la retraite, on va intégrer des jeunes, mais si on ne fait pas ce transfert de compétences, on risque de ne plus avoir le savoir-faire, le savoir technique. Je trouve qu'on devrait remettre ce débat sur le tapis dans les négociations aussi par la modalité AFEST ou par la formation à distance pour mieux manager l'intergénérationnel et ne pas laisser tomber, ne pas mettre de côté les compétences des seniors. Et aujourd'hui, dans la crise Covid-19, c'est vrai que l'emploi des seniors, ce n'est pas un sujet qui a été prioritaire pour le moment. On a mis le paquet sur l'emploi des jeunes. Je pense que par ces modalités, on pourra traiter ces sujets-là, peut-être par du mentorat, les compétences qu'un jeune peut apporter dans l'entreprise d'ailleurs, sur l'utilisation d'outils digitaux, un savoir-faire autour du numérique, et puis de l'autre côté, des seniors sans aider les stéréotypes, parce qu'eux aussi peuvent avoir des compétences autour du numérique, mais ont peut-être un savoir technique. Et la combinaison des deux autour d'une expérience AFEST, par exemple, ça peut être des choses à étudier, que ce soit dans l'industrie, le bâtiment, quand on va parler des transitions écologiques, dans les transports, enfin, dans tous les secteurs d'activité, tout métier d'ailleurs. Donc oui, l'intergénérationnel et AFEST, ça c'est à mon avis un vrai projet. Ouais. Ok. Ouais, j'avais une question à vous poser, Jean-Baptiste, mais aussi que j'aimerais bien poser à Hélène Diop en même temps, à l'un et à l'autre. La modalité, la construction de la mise en œuvre d'une action de formation en situation de travail nécessite un engagement fort de la part de l'entreprise pour faire l'analyse du travail, préparer le parcours, engager les parties, co-construire le parcours, préparer toute la partie évaluation. Vous, Jean-Baptiste, comment vous percevez la capacité des entreprises aujourd'hui à s'engager sur cette modalité, à mettre à disposition des ressources humaines pour construire ces parcours? Et vous, Hélène, qu'est-ce qui a fait que votre entreprise a accepté de s'engager, de mettre du temps pour construire ce parcours au lieu d'aller chercher éventuellement une réponse clé en main à l'extérieur? Donc, cette notion d'engagement de l'entreprise, est-ce que, Jean-Baptiste, on peut le trouver aujourd'hui? L'engagement de l'entreprise, c'est toujours compliqué. Le souci, d'autant plus en ce moment, c'est que les entreprises vont forcément avoir la tête dans le guidon, des sujets de préoccupation sur l'activité économique, sur les commandes. Je pense que l'entreprise doit être entourée aujourd'hui à la fois pour officialiser des démarches, pour continuer à aller sur cette prise de conscience des enjeux emploi-formation, et que parfois on a certaines entreprises, je pense notamment à des TPE-PME, qui ne sont pas staffées, qui n'ont pas de responsable formation, pas d'équipe RH et parfois pas de gestion de compétences en interne. Je pense que ces TPE-PME vont devoir être entourées. Il va falloir développer le conseil, la proximité. Je pense aux OPCO, il y aura aussi un rôle à jouer. C'est aussi pour ça qu'on travaille et qu'on dialogue avec la direction régionale, mais aussi l'ensemble des OPCO pour pouvoir accompagner les TPE-PME et leur faire prendre conscience qu'il faut à la fois piloter ces démarches, pourquoi et quel objectif, pourquoi investir sur ces approches multimodales. Et je pense que l'entreprise est parfois un peu isolée, que par rapport à la crise, il faudrait faire attention à ne pas créer des gaps entre des structures qui auraient la capacité d'investir ces sujets-là et d'autres entreprises qui se retrouveraient un petit peu au pied du mur. On sait très bien que des grandes entreprises ou ETI, par exemple du secteur industriel, sans donner de nom de grands donneurs d'ordre de notre région, ont déjà investi le sujet, sont staffés pour. Après, ils ont d'autres problématiques. C'est des approches qui peuvent être très verticales, donc il y a toute la question du management en interne, mais bon, on sait que elles vont pouvoir investir ces sujets-là. Et puis la partie financement quand même. On sait que quand on est staffé, on a la possibilité de pouvoir aller chercher les fonds, de se mettre en relation avec un OPCO, même si les OPCO ont aujourd'hui cette responsabilité d'aller vers les TPE, PME. Donc il y a vraiment ces notions de taille d'entreprise, de typologie, où là on a besoin d'acteurs, et c'est peut-être un sujet avec vous aussi le rôle des consultants et comment les consultants peuvent intervenir auprès de ces structures. Et je pense qu'il y a aussi sur ces prises de conscience l'interne, c'est-à-dire, je le disais tout à l'heure, mais comment on peut manager la vision d'un dirigeant. Si on n'arrive pas à convaincre la gouvernance, j'ai du mal à voir comment ça pourrait être suivi en interne. On a souvent des pilotes RH qui se préoccupent de ces sujets-là, mais les RH sont très isolés. Nous, on nous parle de surchauffe en ce moment, c'est-à-dire qu'ils traitent tous les sujets en même temps, les contraintes légales, gérer les équipes, le psychologique. Il y a la question du télétravail en ce moment qui pose énormément de questions et beaucoup de RH, on ne sait plus trop traiter ces questions-là. Donc, il faudra faire attention à bien accompagner les RH, les managers de proximité, j'en parlais tout à l'heure, et peut-être un sujet aussi entre les questions qui vont se poser, je le vois dans les ETI où on a parfois des pôles RH d'un côté, des pôles formation de l'autre, et typiquement un responsable formation, un DRH. Alors, il y a du dialogue, mais le responsable formation va s'occuper des questions d'alternance
de gestion du plan compétences, et puis le RH qui était à l'époque plus sur les problématiques de recrutement, métier en tension. Je pense que là, il va falloir combiner avec un pôle compétences qui traite à la fois des questions de recrutement, d'employabilité, de maintien en compétences, et aussi cette vision pour prendre les virages et bien gérer les transitions qu'on va vivre, parce qu'on va vivre des transitions. D'accord. Et vous, Hélène Diop, donc, si je reprends ma question, comment une entreprise comme la vôtre a pu décider de mobiliser vous-même des collaborateurs alors que vous avez une taille d'entreprise, une centaine de salariés sur le site de Montoire de Bretagne? Comment la décision a été prise d'accepter de mobiliser malgré tous les dossiers à traiter dans une fonction RH et malgré la difficulté à mobiliser du temps dans la production? Comment ça s'est passé? Comment ça a pu être accepté en interne? Dans un premier temps, notre centre de formation existe et on y tient. Donc, cette démarche de formation est déjà introduite chez nous. Par contre, effectivement, il y a des va-et-vient au niveau du management. Donc, à chaque fois, c'est réintroduire quand même l'idée de formation auprès de nouvelles personnes qui entrent dans la structure. C'est quand même parfois, pour certaines personnes, un nouveau paradigme qu'il faut introduire. Parfois, c'est pas forcément bien intégré. Donc, pour moi, l'idée de départ, c'était on ne pouvait pas aller vers la FEST si on n'intégrait pas la direction auprès de notre action, parce qu'en fait, ça allait être complètement dichotomique et en fait, on allait avoir la formation d'un côté et puis d'autres sujets stratégiques à côté, alors que finalement, l'idée, c'est d'inclure plusieurs sujets ensemble de manière à rendre une cohérence des sujets. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, les impacts de la formation, la production est liée, c'est-à-dire je ne peux pas mener ce sujet-là toute seule si la direction ne donne pas son aval et si la direction ne se sent pas partie prenante dans ce type de sujet en fait. Et on a vraiment la chance d'avoir une oreille par rapport à cet élément-là. Et le fait d'avoir un centre de formation unique finalement, avec des savoir-faire uniques et rares, ça pose déjà une question, c'est-à-dire comment faire pour préserver. Donc, il faut absolument, dans ces conditions, que la direction valide la faisabilité, en fait. Et avant de redonner la parole à Jean-Baptiste Drouet, c'est vrai que l'étape d'entrée pour la mise en œuvre d'un projet comme celui-là, l'étape du diagnostic et de l'étude de faisabilité, cette étape est extrêmement importante pour embarquer l'ensemble des parties prenantes et être sûr de pouvoir aller au bout du projet. C'est ce qu'on a pu faire ensemble au sein de votre entreprise. Jean-Baptiste, aujourd'hui, comment les entreprises perçoivent les innovations pédagogiques qui se présentent à elles? Alors, il y a la FEST, mais il y a aussi toute la formation à distance. Comment c'est pris en main ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est vu de loin? Est-ce que les équipes sont prêtes? Quels sont les éléments favorables ou les éléments moins favorables à toute la partie FOAD, par exemple? Alors, sur les innovations pédagogiques, j'expliquais un tout petit peu tout à l'heure, c'est qu'on avait déjà des entreprises qui prenaient conscience en fait de ces nouvelles modalités, mais c'était plutôt des grands groupes, des ETI. Quand on a démarré le parcours, nous, sur la digitalisation de la formation, on l'a démarré en 2017. Donc, c'était bien avant la situation qu'on est en train de vivre. Et je pense que la situation qu'on a vécue, il y a eu différents temps avec la question de l'activité partielle, les équipes qui ont été mises en distance, les formes de télétravail qui ont été peut-être davantage subies au premier confinement. Et là, on vit un autre temps où finalement les entreprises se disent bon, on reprend la main, la situation économique va être compliquée, mais on va à nouveau fédérer nos équipes. On sait mieux travailler avec nos équipes à distance, on va mieux gérer le télétravail. On va aussi le manager entre les salariés qui veulent être sur site ou pas. Enfin bon, on ne va pas entrer dans le débat du télétravail, mais en tout cas, il y a du management qui se pose aujourd'hui qui ne se posait pas avant. Et sur la partie formation, je pense que pour le coup, ça aide aussi des entreprises à se positionner sur qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place sur les modalités d'apprentissage. On a une entreprise qui est sur la région nantaise où le dirigeant nous disait moi, je profite vraiment de ce moment-là pour aller chercher des opportunités de management, de formation, d'employabilité, de montée en compétences et je fédère un peu mes équipes en interne pour aller chercher des outils efficaces, de l'innovation pédagogique, d'aller chercher des outils qui fonctionnent bien. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail sur les questions des prestataires, mais c'est une vraie question. Vous voyez toute l'offre de services qui existe aujourd'hui, l'éventail par rapport à des organismes de formation, des prestataires experts du numérique. Ça, c'est des questions qu'on a de la part des entreprises. Et nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'avant d'aller sur le choix des outils, sur l'innovation pédagogique entre autres, c'est quelle démarche vous mettez en place, pourquoi, quel objectif, comment vous le pilotez en interne. Et je pense que pour la FES, c'est les mêmes questions. Et ensuite, on va chercher les moyens technologiques, les outils. Et peut-être quand même, on n'en a peut-être pas assez parlé, mais l'autre enjeu, au-delà des innovations pédagogiques, mais par les innovations pédagogiques sur l'emploi et les compétences, c'est pour moi vraiment l'accompagnement des salariés. Et là où à l'époque, on avait peut-être des écarts entre les salariés les plus qualifiés et les salariés les moins qualifiés, je pense que la FEST, entre autres, pourrait
peut-être permettre de développer davantage la formation des publics les moins qualifiés dans les entreprises et ceux qui parfois ont moins eu accès en fait, à la partie formation. Et là, il y aura ce point de vigilance où d'un côté, on aura des salariés qui auront la capacité de se former à distance parce que potentiellement, possibilité de télétravail, maîtrise des outils, on pourrait parler aussi de l'utilisation des outils numériques. Donc, il y aura aussi pour les organisations à bien piloter ces démarches-là pour pouvoir former les moins qualifiés. La FES peut être une réponse. Et de l'autre côté, bien sûr, dans tous les programmes qu'on aura autour du PIC, la question de l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des publics éloignés de l'emploi. Dans les parcours d'intégration, je pense que la FES peut être une réelle opportunité pour mieux intégrer des profils qui pourraient avoir des parcours plus compliqués d'accès à l'emploi. Exact. Et sur les demandeurs d'emploi, on aura le témoignage du CAFOC cet après-midi qui nous parlera des expérimentations qui ont été mises en œuvre et du développement qui s'annonce aujourd'hui. Jean-Baptiste Drouet, merci pour ce témoignage. Merci Hélène Diop aussi pour le temps et le témoignage que vous nous avez apporté. Je repasse la parole à Frédéric. On a pas mal de questions en fait qui arrivent, donc on va peut-être répondre à quelques questions maintenant. Oui, pourquoi la FEST est si peu connue en France? Elle est récente, elle date de 2018, donc on a encore un effort de communication à faire pour la faire connaître. La FEST et la VAE, on en a parlé tout à l'heure, la FEST peut être tout à fait un préalable à une VAE. On peut démarrer des AFEST et ensuite valoriser ces AFEST dans une démarche VAE. Je réponds un peu mode fil de l'eau. Est-ce que la FEST, c'est du tutorat? Non, la FEST n'est pas du tutorat. Le tutorat, c'est un modèle directif où l'apprenant imite le tuteur. La FEST, l'apprenant s'autonomise par rapport au tuteur. Il apprend par lui-même et de lui-même. Alors, y a-t-il des stratégies afin de développer au niveau des organisations? Très probablement, Jean-Baptiste vient d'en parler, très certainement au niveau de l'Interpro, au niveau du MEDEF, au niveau des professions elles-mêmes, des stratégies pour développer l'innovation pédagogique et la FEST. Comment perçoivent la FEST au niveau des CFA? Alors les CFA, en théorie, ne peuvent pas substituer des enseignements par des AFEST. Alors attention, un CFA ne peut pas supprimer ses cours et dire à l'entreprise, vous vous occupez intégralement de la formation par le biais de la FEST. Il faut qu'il reste des enseignements. Il faut de la théorie, il faut de la connaissance. Le référent AFEST accompagne-t-il des apprenants sur le terrain ou forme-t-il des tuteurs? Les deux sont possibles. Le référent peut s'occuper tantôt des apprenants, notamment sur, par exemple, l'organisation des mises en situation ou les accompagner dans la réflexivité, mais il peut aussi s'occuper de former et d'accompagner des tuteurs qui vont eux-mêmes accompagner les apprenants. Juste un point, je fais le candide. C'est quoi la réflexivité? C'est l'analyse de pratique. Par exemple, c'est je suis apprenant, je viens de réaliser mon activité à FEST, je viens d'être mis en situation. On reprend l'exemple de Gaël tout à l'heure dans la boutique de pâtisserie. Je viens de faire un accueil client, donc j'ai essayé de m'améliorer. Et après, j'en discute avec mon accompagnateur, je prends du recul sur ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, comment j'aurais pu faire, etc. etc. C'est ça la réflexivité. Autre question, pareil, très candide. Il y avait la VAE avant. C'est quoi la différence maintenant? La VAE, c'est la possibilité pour un salarié d'obtenir un diplôme, une qualification, une certification sans aller sur les bancs de l'école, par le biais de l'expérience professionnelle, et pas que d'ailleurs, aussi l'expérience extra-professionnelle. C'est ça qu'on valorise dans un dossier VAE. Ce que je voulais dire, c'est que la FEST permettait à un salarié de commencer à poser peut-être une vision VAE, c'est-à-dire j'ai acquis des compétences en travaillant grâce à la FEST. Pourquoi ne pas faire reconnaître ces compétences par le biais, par exemple, d'une certification, d'une qualification professionnelle? Donc, de m'inscrire dans une démarche VAE. En fait, la FEST, ça serait un début avant une VAE, quoi. Absolument. Il y avait une question qui a été posée aussi. Est-ce que la FEST est prise en compte par toutes les branches? Alors, c'est peut-être Jean-Baptiste qui va pouvoir nous répondre. Sur la modalité prise en compte par toutes les branches, la FEST peut exister dans toutes les branches, parce que sur l'approche métier, fonction, secteur d'activité. Maintenant, c'est un peu ce que disait Henri, c'est qu'on a un vrai travail de communication, de sensibilisation, d'accompagnement aussi de nos branches professionnelles, parce que c'est elles qui pourront diffuser aussi de l'information auprès de leur entreprise, de leur secteur d'activité. Nous, on travaille aussi sur la notion interpro, donc quand on organise des réunions ou des événements ou des webinaires, on a tous les secteurs d'activité représentés, et c'est intéressant aussi pour parler compétences d'avoir cet aspect interprofessionnel, mais après, effectivement, il y a le sujet de l'approche métier par secteur, et là, il y a une responsabilité des fédérations professionnelles à communiquer auprès de leur entreprise, c'est un fait. Maintenant, ce sont des modalités encore récentes. C'est peut-être le rôle du MEDEF aussi, ça c'est clair, de encore mieux informer. On est en relation avec le MEDEF national, avec la direction emploi-formation pour proposer aussi des événements. Et puis, on a aussi le dialogue autour des négociations sur les sujets emploi-formation. Donc, la FEST en fait partie, mais on a encore à développer le travail d'accompagnement pour aller toucher les entreprises et puis s'associer à des acteurs experts qui peuvent nous aider. Il y a un gros boulot de communication encore. Oui, effectivement. Question, qu'est-ce que c'est qu'une situation de travail? Une situation de travail, c'est quelqu'un qui a une tâche à réaliser, une mission à réaliser. C'est-à-dire qu'on va utiliser son quotidien du travail pour développer un parcours de formation. Et il ne faut pas que cette situation, son quotidien de travail, soit
transformée, déformée pour permettre l'action de formation, puisque l'action de formation, elle est intégrée au travail, même si le rythme de travail va peut-être être un peu adapté, mais on ne va pas, comme l'a dit Henri tout à l'heure, on ne va pas reconstituer une situation de travail dans un autre atelier ou dans un autre bureau ou dans un OF. Donc, une situation de travail, c'est le contexte réel sur lequel on va dérouler l'action de formation. Il peut y avoir quelques limites sur des situations de travail qui présentent des risques et il peut être difficile de donner le droit à l'erreur sur quelqu'un qui est sur des machines qui peuvent être dangereuses, par exemple. Et là, on va peut-être devoir un peu adapter la situation de travail, mais c'est borderline par rapport à la démarche d'action de formation en situation de travail. Alors, une question aussi à FEST et demandeurs d'emploi. On va en parler effectivement cet après-midi dans la table ronde numéro 2. Moi, je voudrais revenir aussi sur ce qu'a dit Henri à la réponse sur les CFA. Henri, tu nous as dit qu'il ne faut pas substituer la FEST au parcours qui est prévu en CFA. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je pense que la FEST est extrêmement intéressante pour potentialiser les enseignements du CFA pour la partie interne en entreprise. Parce que souvent, les apprentis, quand ils se retrouvent en entreprise, peuvent avoir besoin de formations complémentaires sur des process ou une organisation ou des outils ou des logiciels qui ne sont pas développés dans le CFA. Et la FEST peut trouver toute sa légitimité pour construire un parcours complémentaire sur les semaines en entreprise selon la modalité AFEST. C'est ce que dit Jean-Marie Marx dans le propos qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'alternance entre des enseignements théoriques et puis des enseignements professionnels. Ouais. Donc l'AFEST a sa place dans un parcours d'apprenti. Alors, y a-t-il des partenariats pour la prise en charge de la formation des référents AFEST par les OPCO? Alors, Acto, en ce qui concerne les salariés en portage et les permanents de cadre en mission, c'est le cas. D'autres OPCO, effectivement, dans certaines conditions, prennent en charge ce type de formation. Autre question, est-ce que la formation référent AFEST est obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire, mais elle est très appréciée, comme on l'évoquait ce matin, par les financeurs et par les clients, les entreprises. Henri, il y a aussi des questions qui se rapprochent en fait justement à la situation de travail. Typiquement, est-ce qu'on pourrait considérer en fait que dans le cadre d'un coaching de cadre, on pourrait faire une AFEST ou par exemple sur la gestion du stress ou des choses comme ça? On va parler de cet après-midi d'AFEST avec un témoignage d'une entreprise sur une population de managers, sur du savoir-être. Donc là, le savoir-être en fait peut être considéré comme je dirais des conditions qui peuvent rentrer dans l'AFEST. On peut tout à fait développer des compétences de type savoir-être en AFEST. Donc ça rejoint ce que disait Gaël ce matin pour l'accueil client dans une boutique, par exemple, des choses comme ça. Et donc les managers sont des publics AFEST comme les autres. Alors j'aurais une question toute bête. Je suis TNS. Est-ce que moi, par contre, je peux bénéficier d'un parcours AFEST? Oui, il ne faut pas confondre la modalité pédagogique et la prise en charge. Moi-même, je suis TNS, je suis en AFEST tous les jours. Je suis en situation et j'apprends tous les jours. J'ai un coach, entre guillemets, ce qui est mon associé et vice-versa. On se fait des réflexivités croisées, comme on dit. Mais blague à part, encore une fois, l'AFEST, c'est une modalité, ce n'est pas un dispositif. Donc, toute personne qui exerce une activité, qu'elle soit rémunérée ou pas d'ailleurs, le bénévolat peut être tout à fait propice à des AFEST, peut apprendre par le biais de l'activité. Donc un TNS qui a une activité professionnelle peut se mettre en AFEST. Après, le financement, c'est une autre histoire. Je voudrais répondre à la question sur l'organisation, c'est-à-dire l'entreprise. Est-ce qu'elle doit être déclarée à la directe quand elle met en place une AFEST? Peut-être, Henri, il faudra vérifier ce que je dis, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien, pour moi, une entreprise qui met en place une AFEST doit-elle être centre de formation? Non. Eh bien non, c'est bien ça, Henri. C'est ce qui différencie la situation qu'a évoquée Hélène Diop tout à l'heure, où pour pouvoir, avant qu'elle fasse de l'AFEST, pour pouvoir mettre en œuvre de la formation et que celle-ci soit identifiée et reconnue, il fallait qu'elle soit centre de formation, ce qui était différent de la formation sur le tas. Mais là, l'AFEST ne nécessite pas que l'entreprise soit déclarée centre de formation. Alors, pour voir ça en détail, je vous invite à consulter le décret du 28 décembre 2018 sur l'AFEST, qui précise les conditions pour l'AFEST. Et dans ces conditions, il n'y a absolument pas nécessité d'être un OF, un organisme de formation, avec une déclaration en préfecture. L'AFEST est une forme de formation interne. Donc, une entreprise peut tout à fait faire des AFEST internes sans être organisme de formation. Par contre, il y a des critères bien précis à respecter. C'est une action de formation. Elle doit comprendre un certain nombre de choses. Il y a des étapes préparatoires. Il faut un vrai programme. Il faut une évaluation. L'entreprise devient elle-même professionnelle de la formation. Elle devient plus exactement, me semble-t-il, une organisation apprenante avec l'AFEST. Mais elle n'est pas un organisme de formation, sauf si elle le souhaite. C'est l'exemple de Mme Diop qui a souhaité créer son organisme de formation, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Une petite question aussi dans les slides. En fait, on voit que c'est noté de temps en temps AFEST et de temps en temps AAFEST. Est-ce que c'est quoi la différence fondamentale entre les deux acronymes? AFEST, donc c'est l'action de formation en situation de travail. AAFEST, c'est la certification
qu'on propose donc aux référents AFEST. Donc, c'est l'acronyme Accompagnement des apprentissages et de la formation en situation de travail. C'est le titre exact de la certification référent AFEST, qui est déposée donc chez France Compétences et qui est donc proposée aujourd'hui aux salariés permanents et en portage de cadres en mission. On avait une question qui date un petit peu, là, c'était une des premières questions posées, c'était en fait quelle est votre vue de l'avenir en fait du CPF dans le cadre de l'AFEST? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait en fait imaginer un financement par le CPF sur un AFEST? Une action de formation CPF peut comprendre des AFEST, comme elle peut comprendre du digital et de la formation présentielle. C'est d'ailleurs le cas de la certification C-Campus qui est CPF et qui comprend une phase d'AFEST. C'est-à-dire à un moment, le candidat à cette certification est lui-même en AFEST. Mais il est aussi en formation classique en salle ou à distance, il a des cours digitaux, etc. Donc aujourd'hui, en fait, le législateur reconnaît la multimodalité. Donc, ce qui signifie qu'il y a très certainement des ingénieries très intéressantes à faire pour tout ce qui est certificat CPF, c'est-à-dire encore une fois, d'introduire cette multimodalité dans les pratiques des organismes de formation certificateurs. Je vois une question intéressante. Comment l'apprenant valorise ce parcours d'AFEST dans son CV? Eh bien, tout simplement, à la fin de son parcours, l'entreprise délivre à son salarié une attestation qui définit qu'il a suivi un parcours de formation avec le programme, la durée, exactement comme une attestation délivrée par un OF. Et donc, le salarié va pouvoir, dans son CV, indiquer qu'il a suivi tel ou tel type de parcours. Et éventuellement, ça peut l'amener jusqu'à une certification ou un diplôme si ce parcours comprend une validation finale par un CQP. On verra ça avec le témoignage cet après-midi de l'AFDAS. Un parcours AFEST peut déboucher sur une certification effectivement dans une branche professionnelle, en l'occurrence qui est celle de l'audiovisuel. Une question plus générale en fait concernant justement la FOAD et l'AFEST. Est-ce que les deux sont indissociables ou est-ce qu'on peut très bien imaginer de faire un parcours AFEST en fait purement présentiel? Alors, je trouve que la combinaison des deux est intéressante. On évoquait tout à l'heure avec Jean-Baptiste l'opportunité pour une entreprise de conserver ses savoirs en les captant par des vidéos, par exemple. Dans le cas d'une AFEST, on imagine un apprenant AFEST qui exécute des gestes. Ce geste est filmé et la séquence réflexive qui vient après, elle est filmée. Et ça devient une capsule digitale qui peut être ensuite proposée à d'autres apprenants. Même chose du côté des sachants, d'ailleurs. On peut également faire des AFEST avec des sachants, C'est pas interdit. Les sachants peuvent se perfectionner, par exemple, par le biais des AFEST, et on peut à nouveau utiliser le digital pour encapsuler ça et tracer, conserver ce savoir en interne. Donc, je trouve très intéressant aussi d'utiliser le digital pour faire de l'accompagnement à distance. C'est très intéressant pour les salariés nomades, par exemple, les commerciaux qui sont sur le terrain, qui sont tout le temps dans leur voiture et qui vont de client en client. On peut tout à fait imaginer des séquences réflexives à distance en utilisant des outils tels que la classe virtuelle. Et ça répond aussi à la question que j'ai vu passer tout à l'heure dans le chat. Est-ce que l'accompagnateur AFEST est forcément à côté de l'apprenant dans la situation de travail? Non, il peut être à distance de l'apprenant en classe virtuelle, par exemple, en visio, avec un FaceTime, peu importe. Donc, le digital, on voit l'intérêt aussi de créer cette connivence à distance entre des salariés qui ne sont pas au même endroit. Pour compléter sur ce propos-là, j'ai juste une anecdote, mais dans notre parcours sur la question de la digitalisation de la formation, on a travaillé avec des entreprises en Mayenne. C'est un projet qui est 100% Mayenne, on l'a fait sur d'autres territoires. Et on avait une entreprise PME qui est en secteur de l'imprimerie qui a participé à ce parcours, qui était sur les questions de digitalisation de la formation. Et c'est un parcours sur 6 demi-journées. Donc, on monte en compétences, on se pose la question sur le management, le pilotage, les objectifs. Et au fur et à mesure des ateliers, on s'est rendu compte que les besoins en fait, de ce dirigeant, c'était l'AFEST. Parce que sa problématique, c'était comment transmettre les compétences, le savoir en interne. Et il avait l'impression qu'il y avait une perte de compétences dès qu'il intégrait un nouveau collaborateur, dès qu'un collaborateur partait. Et donc, au bout d'un moment, on était sur des réflexions autour de l'AFEST et on s'est posé un petit peu les approches du multimodal entre la digitalisation de la formation, l'AFEST, la formation à distance. Enfin, voilà, donc, on est sur des approches, à un moment donné, ce qui va poser question, c'est le plan d'action et ce que décide l'entreprise par des approches multimodales, parce qu'un des gros enjeux qu'on va avoir demain, c'est aussi effectivement le digital et puis la mise en place de plateformes LMS, par exemple, en parallèle de l'AFEST. Il y a des choses qui pourront se combiner dans les entreprises, ça c'est certain. À ce titre, Jean-Baptiste, je peux citer par exemple le cas du secteur de la propreté, où aujourd'hui un agent de service, un agent de nettoyage, peut se former en AFEST et avec une tablette sur des protocoles métiers, où il est connecté à un LMS, il a accès à des vidéos, il a accès à des démonstrations, etc. Et donc,
il acquiert de la connaissance par la tablette, des exemples, des modèles, des vidéos, etc. Puis ensuite, il applique en AFEST et vice-versa. À la fin de l'AFEST, il remplit un petit questionnaire en ligne sur sa réflexivité, par exemple. Donc, on voit bien la combinaison intéressante des deux modalités. Et on est sur un public, entre guillemets, bas niveau de qualification. Et ça fonctionne. Il suffit d'adapter le digital à ce type de public, c'est-à-dire en travaillant vraiment sur, par exemple, beaucoup de vidéos, beaucoup de visuels, plutôt que sur du texte. Mais on peut tout à fait donc, combiner les deux, AFEST et formation à distance, pour tout type de salariés, y compris des salariés dits bas niveau de qualification. Très bien. Il nous reste 9 minutes avant de conclure le webinaire. Je ne sais pas si on a encore le temps pour quelques questions ou si Nadia, tu veux reprendre la main pour conclure. Moi, je voulais avancer sur des points qui ont été développés précédemment, notamment sur la partie formation à distance et l'autonomie des apprenants. Je pense que la formation à distance permet aux apprenants de pouvoir être autonomes et de pouvoir être sur la formation professionnelle continue à vie. La formation professionnelle continue à vie, elle se caractérise par cette autonomie et en même temps un accompagnement qui va intégrer différentes modalités. Et ces modalités favorisent vraiment une autonomie sur l'approche de l'acquisition de compétences, de connaissances de manière régulière. On va dire qu'antérieurement, la formation, si on parle de la FEST en 2017 ou en 2015 ou même avant, la problématique de la formation, c'est qu'au niveau de la réglementation, il fallait se former à l'extérieur de son entreprise. La formation au sein de l'entreprise, elle est, on va dire, favorisée et valorisée déjà par le compagnonnage, puisque le compagnonnage le permettait. Et aujourd'hui, on officialise, c'est-à-dire qu'on réglemente la formation au sein de l'entreprise grâce à la FEST, grâce à de nouvelles modalités qui intègrent bien la FEST, la formation en situation de travail, mais également accompagnée par la formation à distance. Et la digitalisation aujourd'hui, elle est fondamentale puisqu'on voit bien que les entreprises essaient d'avoir de plus en plus de plateformes e-learning. Les organismes de formation ont aujourd'hui des financements et des possibilités de pouvoir intégrer les plateformes e-learning, puisque le plan de digitalisation, que ce soit par la FFP, le MEDEF et d'autres organisations, il est généralisé. Donc la digitalisation aujourd'hui favorise cette possibilité à des salariés, que ce soit des salariés en CDI, en CDD ou des apprentis en alternance en entreprise ou des contrats pro, des demandeurs d'emploi, etc., de pouvoir intégrer cette possibilité de formation directement sur le poste de travail. Donc la combinaison, on va dire, AFEST et formation à distance, elle est fondamentale. Et là, on est bien sur une démarche d'entreprise ou d'organisation apprenante. C'est l'entreprise qui prend en main la formation proprement dite, qui prend en main la direction des orientations vers un plan de développement de compétences qui est plus lié à la réalité de l'entreprise, l'adaptation à son environnement, qu'il soit économique, qu'il soit humain, de manière à ce que chacun puisse trouver sa place en termes de développement de compétences. Et chez nous, chez Cadre en Mission, c'est ce qu'on a essayé d'allier. Pourquoi les premières formations ont permis d'intégrer, grâce à Henri, grâce à ces campus, on a intégré tout de suite des formations qui ont permis à nos permanents, à nos salariés qui s'occupent des consultants de pouvoir suivre le parcours référent à FEST avec des consultants. Et ce qui permet vraiment un rapprochement et de voir que l'accompagnement, en fin de compte, des entreprises est lié bien sûr aux consultants qui peuvent être certifiés référents à FEST, qui sont référencés également par les OPCO, puisque nous sommes aussi référencés par ACTO, AFDAS, Uniformation Constructrice sur cette démarche-là, ce qui permet à nos consultants référents certifiés d'accompagner également les entreprises sur le déploiement de la mise en œuvre de la FEST dans les entreprises. Donc cet après-midi, nous aurons 3 tables rondes, qui intègrent toujours la comodalité AFEST et formation à distance avec différentes composantes, que ce soit les contrats pro expérimentaux et le PROA. Et nous aurons bien sûr l'AFDAS qui sera présent pour cette table ronde
avec Icertis et puis une expérience dans un club sportif de badminton sur le Grand Est. Pour la table ronde numéro 2, ça sera l'AFEST et la formation à distance qui intégrera toute la dynamique autour de l'insertion des demandeurs d'emploi avec la présence du directeur du CAFOC de Nantes et une expérience liée à celle du centre d'appel Armatis au niveau national qui permet l'intégration des demandeurs d'emploi et le responsable de la formation continue du groupe FC qui a œuvré également sur cette démarche-là. Et le troisième thème sera lié à l'accompagnement au changement et au diagnostic RH. Toutes les actions qui permettent le changement, que ce soit à travers une expérience avec le groupe mutualiste Vivet 3 et également Valérie Perron, une consultante référence AFEST, qui a intégré la comodalité AFEST formation à distance pour toutes les actions qu'elle a menées auprès des entreprises. Et nous avons également donc la présence de Éric Jossot, qui est membre du bureau de la FFP Pays de la Loire, qui pilote la commission Blending Learning et qui abordera vraiment tous les changements qui ont été mis en place auprès des organismes de formation au niveau régional et au niveau national, que ce soit au niveau de la digitalisation et l'accompagnement sur la formation sur les plateformes e-learning.